internationale. Moins connue que l'Espagne, la Belgique ou le Danemark, elle bénéficie pourtant d'une loi progressiste et propose des cliniques de qualité à des tarifs abordables. Pour en parler, je reçois Radka Banzukova, coordinatrice des clientes françaises chez Sanus. Bonjour Radka, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour Anise, merci de m'avoir invitée et donné cette possibilité de présenter notre clinique et le traitement qu'elle propose. Donc, d'abord, je voudrais bien présenter notre clinique en quelques mots. Donc, la clinique de Sanus a été fondée en 1995. La clinique se trouve à Hradec Králové. C'est une ville à environ 100 km de la capitale de la République tchèque, Prague. Donc, au début, c'était fondé comme une petite clinique qui a 3 départements, la gynécologie, l'urologie et la chirurgie esthétique. Et le fondateur, c'était le gynécologue qui est maintenant très connu en République tchèque, Dr. Jiří Štěpán. Donc, grâce à son succès, il y a déjà plus de 10 000 bébés nés. Et grâce à ça, il a encore ouvert 2 centres, 2 lieux de travail en République tchèque, et c'est à Pardubice et à Jihlava. À Jihlava, ce n'est pas encore ouvert à la clientèle étrangère, mais à Pardubice, c'est déjà ouvert aussi à la clientèle étrangère. Ok, écoute, merci beaucoup pour cette présentation de la clinique Sanus et puis bravo pour ton français. Merci. C'est important de dire qu'il y a des coordinatrices qui parlent bien français en République tchèque parce que des fois, c'est une question qu'on me pose, que mes clientes me posent. Il peut y avoir un peu la barrière de la langue, mais tu es la preuve vivante que on parle bien français en République tchèque. Alors, c'est vrai qu'on entend encore peu parler de la République tchèque comme étant une destination intéressante pour la PMA. Pourtant, il y a de nombreuses cliniques sur le territoire. Comment est-ce que tu expliques que vous soyez un petit peu encore dans l'ombre de l'Espagne, par exemple? La République tchèque était historiquement connue pour ses réussites en médecine, pas seulement en PMA. Mais je pense que cette ombre vient de notre histoire, quand on était pendant longtemps sous influence de l'URSS. On n'a jamais fait partie, mais on était sous influence jusqu'à la révolution de velours en 1989. Et même si ça fait plus de 30 ans, en France, on a toujours un peu l'impression que la République tchèque est loin. Mais si vous regardez la distance, pour Paris-Prague, c'est environ 1h30. Bordeaux-Prague, c'est 2 heures. Nantes-Prague, 1h50. Donc, vous voyez que c'est pas si loin. C'est aussi faisable en voiture. Donc, Strasbourg-Prague, c'est environ 6 heures. Lille-Prague, 11 heures. Paris-Prague, 11 heures aussi. Après, culturellement, je pense que la France se sent culturellement plus proche à l'Espagne. Et aussi géographiquement, il y a la frontière commune. Donc, je pense que c'est ça l'impression. Tout à fait, mais c'est bien d'avoir rappelé effectivement qu'on peut être rapidement rendu à Prague depuis les grandes villes françaises. Et du coup, à qui s'adresse la PMA en République tchèque? Quel est un peu le cadre légal de cette PMA? Le PMA en République tchèque est bien encadré par la loi tchèque qui est en conformité avec toutes les règles qui sont données par l'Union européenne. Bien sûr, tous les patients ont les mêmes droits dans toute l'Union européenne pour le soin. Ok, mais alors dans le cadre précis de la PMA, les soins s'adressent pour l'instant en tout cas essentiellement aux couples hétérosexuels. Est-ce qu'il faut être pacsé ou marié pour bénéficier d'un parcours de PMA en République tchèque? Donc, il n'y a pas besoin d'être pacsé ou marié, il faut être juste un couple hétérosexuel. Ok, c'est la seule demande. Et du coup, pour les femmes seules ou les couples lesbiens, est-ce qu'il est possible, d'une certaine façon, entre guillemets, de contourner la loi et de bénéficier de la PMA en République tchèque? C'est une question qui revient assez souvent dans mes accompagnements. Est-ce qu'on peut jouer? Est-ce qu'il y a un peu un vide juridique à ce niveau-là? Je comprends. Ce qui est contrôlé, c'est qu'il y a une signature de monsieur sur le contrat. Mais bien sûr, on n'a pas le droit de chercher si c'est vraiment le conjoint de notre patiente
etc. Donc, une fois le contrat est signé, après, c'est bon. D'accord, donc juste une signature d'un homme pour être dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Exactement. Et ça permet de bénéficier de la PMA en République tchèque. Est-ce qu'il y a une limite d'âge qui est mise à ces parcours de PMA? C'est 48 ans à plus 364 jours. Le dernier transfert est possible la veille de l'anniversaire de 49 ans. OK. Je reviens juste un petit peu sur donc le fait que dans la loi, ça s'adresse essentiellement aux couples hétérosexuels. Est-ce que tu sais si la République tchèque va avancer de ce côté-là? Est-ce que potentiellement, ça pourrait être ouvert aux femmes seules et aux couples lesbiens et que ce soit possible de faire ça légalement? Il y a toujours des discussions par rapport à ça. Et je pense que ça ne va pas durer longtemps. Déjà, ça commence dans tous les États de l'Europe. Et je pense que chez nous, ça va s'enchaîner. Donc. OK, très bien. Alors, chez Sanus, vous proposez différents protocoles en fonction de l'âge et du profil des clients. Si on se concentre un peu sur les quadras, quelles sont les solutions que vous proposez? Quels sont les protocoles? Donc, bien sûr, on peut parler de la FIV classique avec les ovocytes de la patiente. Mais c'est vrai qu'après avoir 40 ans, des fois, c'est très compliqué parce que les chances, à cause de la qualité des ovocytes, diminuent rapidement. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de patientes françaises pour leur propre stimulation. Donc, la plupart des couples qui viennent chez nous, donc on a environ entre 4 et 6 couples par semaine, c'est pour la FIV avec don d'ovocytes. Parce qu'il y a la limite d'âge jusqu'à 48 ou presque 49 ans. C'est la possibilité pour devenir parent parce qu'on peut profiter des ovocytes des jeunes donneuses. Et bien sûr, après, c'est le double don ou aussi un accueil d'embryons, des embryons qui sont déjà dans notre stockage. Donc, tout ça, c'est possible chez nous. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu le coût moyen par traitement? Parce que c'est vrai qu'on entend communément que les tarifs de la République tchèque se situent 30%, peut-être même plus, 30 à 40% en dessous de ceux de l'Espagne. Combien coûterait une FIV avec ses propres ovocytes, par exemple? Donc, une FIV avec ses propres ovocytes, c'est environ 2 600 €. OK. Pour la FIV avec don d'ovocytes ou double don, on est environ en 5 000 €. Un accueil d'embryon, c'est 1 600 €. D'accord. Est-ce que vous pratiquez aussi ce qu'on appelle le DPI, le diagnostic préimplantatoire en République tchèque? En République tchèque, c'est bien légal. Donc, si besoin, voilà, il n'y a pas de problème de le faire. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler juste en quelques mots en quoi consiste le diagnostic préimplantatoire et quel est son intérêt? Il y a plusieurs types. En anglais, il y a un mot raccourci PGT. Donc, et après, il y a plusieurs types. Ça dépend si on cherche juste des anéplodies ou s'il y a déjà une maladie génétique qui est prévue chez les parents du futur bébé. Donc, si je dis un peu en bref, ça cherche les embryons qui sont bons, qui n'ont pas de problème génétique, qu'on peut implanter dans l'utérus après avoir fait ces examens. Donc, cet examen, ça consiste en biopsie. Sous laser, on prélève les cellules de l'embryon. On attend un mois pour avoir les résultats du labo. Et après, on a les résultats des embryons et on peut implanter les embryons qui n'ont pas de problème génétique. OK. Et ce diagnostic préimplantatoire, c'est quelque chose que vous pratiquez en général quand il y a beaucoup d'embryons ou vous pouvez aussi décider de le pratiquer sur quelques embryons quand la femme a passé 40 ans? Les deux, c'est possible. Ça dépend de ce que la patiente souhaite ou quelles sont les recommandations d'un généticien, etc. OK. Toujours sur ce diagnostic préimplantatoire, du fait de la biopsie et du prélèvement, est-ce que c'est risqué pour les embryons? Parce que c'est quelque chose qu'on entend. Malheureusement, oui. Il y a toujours un risque parce qu'avec le laser, on doit faire un petit trou dans l'embryon pour pouvoir prélever les cellules. Donc, il y a toujours un risque de dommager l'embryon. Après, l'embryon
doit subir une congélation et puis une décongélation parce que quand on attend les résultats, les embryons doivent être congelés. Ok, donc c'est une option qu'on réfléchit bien. Exactement. Alors, tant qu'on en est dans les options, est-ce que vous proposez aussi l'embryo-glue et l'embryoscope? Bien sûr. Ces méthodes sont possibles. Ok, qui vont donc favoriser la culture embryonnaire, si on veut le résumer en quelques mots. Exactement. Ok. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu justement des donneuses, parce que, comme tu le disais, le don d'ovocytes, c'est une option qui est intéressante quand on a passé 40 ans, peut-être même plus quand on a passé 43, 44, 45 ans. Donc, ces donneuses, quel est leur profil? Donc, je vais parler surtout pour notre clinique parce que c'est pas forcément pareil dans toutes les cliniques. D'accord. Il y a bien sûr des choses qui sont données par la loi, comme que chaque donneuse doit avoir entre 18 ans et 35 ans. Elle doit passer tous les examens qui sont donnés par la loi, etc. Mais ce qui est très important aussi, c'est que chez nous, à notre clinique, chaque notre donneuse doit avoir son propre enfant. D'accord. Ce qu'on appelle la fertilité prouvée, mais c'est aussi pour protéger la donneuse. C'est aussi une différence qui est à notre clinique, c'est qu'on n'est pas seulement une clinique ou un centre de PMA créé pour faire le business, comme il y a depuis quelques années après le boom de l'ovocyte en Tchéquie. On a été fondé il y a longtemps. Nos médecins veulent bien qu'on suit pas seulement le business, mais aussi la santé des donneuses, etc. Parce que bien sûr, donner les ovocytes, il y a toujours des risques, soit de l'infertilité après, ou voire jusqu'à problèmes de santé, etc. D'accord. Donc, vous partez du principe qu'une donneuse qui se présente chez Sanus doit déjà avoir eu des enfants parce que c'est la fertilité prouvée. Et ça, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans la loi en République tchèque, c'est vraiment quelque chose, un critère supplémentaire que vous vous donnez chez Sanus. Exactement. Ok. Ces donneuses, est-ce qu'elles sont rémunérées? Selon la loi, le don est gratuit, mais les donneuses en République tchèque sont dédommagées, donc ça veut dire on couvre tous les frais liés au don, donc ça veut dire les jours qu'ils doivent prendre de congé au travail, le traitement doivent passer, etc. Donc il y a un forfait qui couvre ces frais liés au don. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait de la donneuse quand on est cliente chez vous? Est-ce qu'on a des infos? Parce que c'est, je crois, le principe de l'anonymat qui prévaut en République tchèque, mais est-ce qu'on peut quand même savoir 2-3 choses? Bien sûr, donc on peut avoir une description de donneuse. D'abord, chez nous, toutes les donneuses sont caucasiennes, donc ce sont surtout de jeunes mamans de la région. Après, les informations qu'on peut fournir, c'est la couleur de cheveux, couleur de yeux, le poids, la taille, son âge, son groupe sanguin et le niveau d'études. D'accord. Est-ce que les jeunes femmes en République tchèque donnent beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la culture du pays de donner ces ovocytes? Je pense que ça fait vraiment partie de la culture parce qu'il n'y a pas seulement le don d'ovocytes, mais aussi le don de sang, etc. Par exemple, pour le don de sang, on a des programmes, on motive les élèves pour donner du sang. Et je pense que tout ça, c'est déjà dans ma culture. Après, on n'a pas de problème de continuer avec les dons d'ovocytes. Du coup, vous avez, j'imagine, assez de donneuses pour répondre à une demande à l'international. Dans quel délai est-ce qu'on peut espérer trouver une donneuse en République tchèque? Il n'y a pas de délai d'attente, donc juste il y a le temps de préparation, de traitement, mais pas de délai d'attente parce que les donneuses, on a déjà une base de données. On a toujours à peu près plus ou moins 500 donneuses qui sont prêtes. Donc, il n'y a jamais aucun problème pour trouver des donneuses qui sont très proches des phénotypes des receveuses. On demande chaque fois des photos de la receveuse pour qu'on puisse proposer vraiment des donneuses les plus proches. Ok. Et alors justement, tu parles des phénotypes. Tu me disais que donc ces donneuses, elles étaient caucasiennes, de type caucasien. Si on est brune, aux yeux marrons, si on a la peau un peu mate, est-ce qu'on peut quand même trouver chaussures à son pied? Oui. Donc il y en a bien sûr un peu moins, mais
les Tchèques, on n'est pas toutes blondes aux yeux bleus comme on pense. Tout à fait, tout à fait. Pardon pour le cliché, mais c'est vrai que c'est dans la conscience collective. Oui, bien sûr, je comprends, mais il n'y a pas de problème, bien sûr. Ok. Et en revanche, est-ce que moi, par exemple, j'ai pas mal de clientes d'origine africaine. Est-ce que pour elles, trouver une donneuse noire, c'est possible, ou asiatique pour celles qui seraient d'origine asiatique là... Malheureusement, non. Donc, suite à la composition de la population, Ouais. c'est pas possible. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut espérer, dans les années qui viennent, la levée de l'anonymat chez les donneuses et en savoir un peu plus, comme on peut le savoir par exemple au Portugal où on a une fiche très détaillée, un profil psychologique, etc. Donc, pour l'instant, on en parle aussi, mais je pense que peut-être dans le futur, mais pour l'instant, rien n'est prévu. Alors, du côté des donneurs, est-ce que vous possédez des banques de sperme et ou est-ce que vous acceptez des paillettes en provenance d'autres banques européennes? Donc, les deux est possible. Donc, nous avons des banques de sperme chez nous aussi. Ou bien sûr, s'il y a quelqu'un qui veut faire transporter les spermatozoïdes, les paillettes de spermatozoïdes chez nous, des banques européennes, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Est-ce que tu connais le coût d'un transport de paillettes depuis, je ne sais pas, par exemple, ESB ou Cryos? Ça dépend de la distance parce que la loi tchèque est vraiment très stricte par rapport au transport. Donc, ça doit être un transporteur certifié, etc. Donc, ce n'est pas très facile. Il faut avoir certaines autorisations. Je dirais que c'est assez cher. Donc, on peut compter environ 1 500 € pour 1000 kilomètres. Donc, je pense que notre banque de sperme est assez large, donc il n'y a pas forcément la nécessité de faire transporter les spermatozoïdes de notre banque de donneurs. Voilà. Et juste une question par rapport à ça, parce que c'est toujours cette question de l'anonymat. Du coup, si on choisit un donneur chez Cryos et qu'on a beaucoup d'informations sur lui, est-ce que c'est quand même possible ou est-ce que ça rentre en conflit avec la loi tchèque? Ça, je suis pas sûre, mais normalement, vous obtenez les informations de la banque de sperme. Donc, ça ne devrait pas poser de problème après, parce que chez nous, on travaille avec le sperme, pas avec les profils du donneur. Ok, bah c'est un point intéressant. Alors, on va parler un petit peu des pourcentages de réussite, parce que c'est vrai que c'est une donnée importante pour les Français qui se lancent dans un parcours de PMA à l'étranger, même si cela ne doit pas être le critère principal par rapport au choix d'une clinique ou même d'un pays. Est-ce que tu peux nous donner, toi, les taux de grossesse et de naissance en fonction des différents protocoles chez Sanus? Je vais parler surtout de don d'ovocytes parce que c'est vraiment le traitement le plus souvent choisi par nos patientes. Donc, pour la FIF avec don d'ovocytes, c'est 70% à la première tentative. Alors, on parle des grossesses, c'est ça, 70%. On parle des grossesses. Pour les naissances, c'est 40%. Donc, je pense que c'est déjà élevé. On est parmi les meilleures cliniques en République tchèque. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à donner un taux de naissance, ce que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir dans d'autres pays, par exemple. C'est très compliqué d'avoir un retour. C'est ce qu'on a fait vraiment l'année dernière. On a vraiment téléphoné à toutes les patientes qui nous ont confirmé le test de grossesse positif, etc., pour avoir vraiment le retour. Et du coup, le delta entre les 70% et les 40%, ça s'explique par des fausses couches, essentiellement. D'accord. OK. Alors, selon toi, quels sont les autres critères déterminants pour choisir une clinique? Moi, je compare ça un peu au Far West quand on va choisir sa clinique de PMA à l'étranger. Est-ce que tu peux nous citer les critères importants? Donc, chez nous, c'est surtout l'approche individuelle. Donc, tous les protocoles sont préparés individuellement par les médecins, traduits toujours par nous, coordinatrices, et envoyés aux patientes. C'est aussi le service et un accueil, je dirais, de bonne qualité. On propose déjà des forfaits qui incluent l'hébergement, le chauffeur qui viendra chercher les patients à l'aéroport. Donc, ça évite le stress lié au voyage. Je pense que tout ça, c'est déjà un grand plus
qui n'est pas forcément seulement le traitement, mais aussi tout ce qui est autour. Ok, alors il y a un point hyper important, enfin, que je trouve en tout cas hyper important parce que je le vois chez mes clientes, c'est vraiment le suivi des protocoles. Avoir les bonnes infos en temps, en heure, pouvoir avoir quelqu'un qui répond au téléphone quand on appelle. Et puis, la suite, en cas d'échec, ne pas se retrouver sans rien, sans aucun suivi, sans aucune explication. Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus chez Sanus ? Je comprends. Donc, chaque couple est suivi par un médecin et une coordinatrice qui coopèrent ensemble. Bien sûr, les médecins préparent tout ce qui est médical, la coordinatrice traduit. Donc, on a une petite clinique. On connaît bien nos patients déjà avant d'arriver. Je pense que c'est vraiment une approche qui n'est pas possible dans les grandes cliniques. Donc. Une clinique à taille humaine. Et quand justement il y a un échec de protocole, quel est votre process ? Est-ce que vous rappelez la cliente rapidement ? Qu'est-ce que vous proposez derrière ? On essaye de chercher où est le problème, bien sûr. Des fois, il n'y a pas forcément une explication exacte pourquoi ça n'a pas marché, mais chaque fois, on essaye de chercher où est le problème, essayer de faire encore des examens chez la patiente, etc., pour trouver si vraiment il y a quelque chose ou si c'était vraiment pas hasard. Ok. Alors, est-ce que vous recevez beaucoup de Françaises chez Sanus ? Quel est leur profil ? Donc là, on a en ce moment-là entre 4 et 6 couples de Français par semaine pour la FIV avec don d'ovocytes ou des fois des double dons ou don d'embryon, mais la plupart, c'est la FIV avec don d'ovocytes. Ils sont surtout des couples qui ont plus de possibilités de passer le traitement en France, soit parce que le délai d'attente pour le don d'ovocytes en France est énorme, ou sinon, ils ont déjà dépassé l'âge limite. D'accord. Des patientes qui ont surtout entre 40 et 45 ans. Et donc, toi qui es à leur côté, qui est leur coordinatrice, une quadra vit son parcours différemment d'une femme plus jeune ? Ça dépend des expériences qu'ils ont déjà. Parce que, par exemple, on a des couples qui n'ont jamais passé par l'électrostimulation, etc. Ils ont trouvé, après avoir 40 ans, ils ont fait un nouveau couple après avoir fait leur carrière, etc. Ils se lancent sans trop réfléchir et voilà. Mais après, il y a aussi des patients qui ont, par exemple, 10 ans de traitement en France, qui ont essayé un peu de tout. Donc, vraiment, les profils sont très, très, très individuels, très différents. Bien sûr, oui, c'est important de rappeler que parfois, on ne choisit pas forcément de devenir parent à 40 ans, mais que ça peut être le fruit d'un long parcours. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit, peut-être des spécificités de la République tchèque ou de Sanus ? Je pense qu'on a un peu touché à tous les sujets. Je voudrais un peu peut-être revenir vers le prix, parce que souvent, les patients nous demandent comment c'est possible d'avoir ce prix-là. C'est très peu cher, c'est pas possible de faire de traitement pour ce prix-là, etc. Donc, j'aimerais bien expliquer que ça explique le niveau de salaire en République tchèque. Vous avez comparé avec l'Espagne. Donc, si on compare, par exemple, le SMIC en Espagne, qui était environ l'année dernière, c'était 1120. Et en République tchèque, c'était 650 €. C'est vraiment très différent. Donc, ce traitement-là, ces prix-là sont faits aussi pour les patients tchèques. Ça veut dire, avec nos salaires, on a aussi une possibilité de pouvoir se permettre de passer ce traitement-là. Ça explique cette différence. Voilà. La qualité de soins est très élevée, les conditions hygiéniques, tout ça sont parfaites, parce que souvent, il y a certains préjugés. Comment ça peut être de bonne qualité ? Tout à fait. Le prix est tellement c'est très intéressant que tu insistes là-dessus, parce qu'on peut se demander comment on passe du simple au double par rapport à d'autres pays, mais effectivement, voilà, il faut rappeler que le niveau de vie n'est pas le même. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que du coup, il n'y a pas des tarifs pour les locaux et des tarifs pour les touristes. C'est plutôt bien comme principe. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour prendre contact avec Sanus ? Comment ça se déroule ?
Donc, c'est très facile. D'abord, pour avoir le résumé des informations, c'est sur notre site www.sanus.fr. Et bien sûr, il est possible de nous contacter directement, par exemple, par mail info@sanus.fr ou bien sûr, sur Internet, il est possible de trouver les coordonnées téléphoniques. Il y a une possibilité de rendez-vous par Skype, etc. Tout ça, c'est possible. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur les grandes étapes? Donc, il y a un premier rendez-vous par Skype. Lors de ce premier rendez-vous, les patients viennent avec leurs examens ou sans examen. C'est peut-être juste une prise d'infos dans certains cas. Qu'est-ce qui se passe suite à ce premier rendez-vous? On commence à préparer le dossier. On a besoin du questionnaire médical rempli pour avoir les informations sur la santé des patients. Donc, ensuite, on a besoin du spermogramme de monsieur, de l'échographie pelvienne de madame. On a besoin aussi de l'air photo pour pouvoir proposer les donneuses les plus proches. Et bien sûr, la disponibilité pour leur séjour. Il n'y a pas de délai d'attente. Donc, la préparation, c'est environ entre 1 mois et demi, 2 mois. Donc, c'est assez rapide. Donc, une fois le médecin étudie ce dossier et on se met d'accord sur le traitement, on prépare la proposition de donneuse, on se met d'accord sur la donneuse. On se met d'accord sur les dates de séjour. Il y a un seul séjour d'1 semaine sur place. Et on prépare le protocole. Tout ça se fait à distance avant. Et après, il y a un séjour d'1 semaine. Pendant cette semaine-là, on passe tous les examens, on fait la fécondation des ovocytes, culture des embryons et à la fin, le transfert embryonnaire et les retours. D'accord. Alors, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous faites du transfert en frais? Oui, bien sûr, toujours en frais. Le premier transfert est toujours en frais. Bien sûr, après, les embryons surnuméraires sont congelés et on peut faire un transfert congelé. Mais ça, c'est vraiment une condition. On fait la synchronisation de la donneuse et de la receveuse pour pouvoir obtenir les ovocytes frais. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence de réussite entre un transfert en frais et un transfert plus classique? Donc, c'est toujours le plus proche de la nature. Donc, ce qui est le taux de réussite est le plus élevé. D'accord, ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Radka, de m'avoir accordé du temps. Je rappelle que tu es coordinatrice au sein de la clinique Sanus en République tchèque, que les hommes et les femmes qui nous écoutent peuvent bénéficier d'un premier rendez-vous gratuit par téléphone ou par Skype pour parler de leur projet d'enfant après 40 ans, que vous êtes vraiment habitué à une clientèle française quadragénaire. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre temps et voilà. Merci, au revoir. Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'1 heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfant-à40ans.fr et clique sur l'onglet Coaching. À très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.